Imaginez un adolescent, tard le soir, rivé à son jeu vidéo en ligne préféré, comme pas mal d'adolescents. Et soudain, sans prévenir, les créateurs de son jeu affaiblissent drastiquement les pouvoirs de son personnage chéri. Le joueur, il est dévasté. Il en pleure de rage et d'injustice devant son écran. Cet adolescent, c'était Vitalik Buterin. Et ce soir-là de 2010, il a compris ce que les services centralisés pouvaient avoir de plus terrifiant. Qu'une seule entreprise puisse changer les règles du jeu du jour au lendemain et briser des milliers de vies virtuelles. Ce n'était qu'un jeu, mais pour lui, ce fut un déclic. Alors, quelques années plus tard, quand il découvre Bitcoin, ça fait tilt. Un réseau sans chef, sans arbitraire, sans bouton off. Pas pour créer un nouvel Internet de valeur, pas pour enrichir des traders, encore moins pour vendre des NFT de singes fluo, mais pour construire une base neutre, une structure libre et casser les monopoles, les institutions centralisées à la racine. Et ce qui est fou, c'est que ce gamin, ce geek-là, sans costume, sans diplôme de Harvard, il va inspirer une vague entière de bâtisseurs, des architectes de l'ombre, chacun avec leur vision du Web 3. Un web qui ne se contente plus de connecter juste les gens, mais qui redistribue les rôles, les pouvoirs et les règles du jeu. Dans cette vidéo, on va les explorer ensemble. Vous allez voir, certains noms vous diront peut-être quelque chose, comme Paul Brody, et d'autres ne vous diront sûrement rien. Mais tous, à leur manière, ont posé une brique dans le chantier du web décentralisé. Et surtout, vous allez voir que parfois leurs visions se croisent et parfois elles s'opposent. Et donc, on a commencé avec celui qui a déclenché tout ça, Vitalik. Aujourd'hui, il est encore là, mais plus vraiment en première ligne. Il parle moins, il publie moins, il a même disparu de Twitter pendant plus d'1 an. Et quand il s'exprime, c'est souvent pour poser des questions plutôt que pour donner des ordres ou des nouvelles, comme parfois on aimerait en avoir un petit peu plus. Vitalik, c'est un homme normal, il doute, il observe. Et c'est compréhensible, il a voulu créer un outil de liberté, un protocole open source qui donnerait à chacun la possibilité de construire, sans permission, sans intermédiaire. Mais Ethereum, c'est devenu bien plus gros que ce qu'il avait imaginé. C'est devenu une base industrielle, un hub d'innovation, un terrain de jeu aussi pour les VC, les régulateurs, les banques. Il faut faire tourner le système, rassurer les partenaires, suivre les mises à jour, scaler à tout prix. Et petit à petit, cette course à la performance a ramené ce que Vitalik voulait fuir. La centralisation, les compromis, les gatekeepers. Alors, est-ce qu'il a perdu le contrôle ? Peut-être. Est-ce qu'il a abandonné ? Non. Mais on le sent tiraillé. Entre sa vision d'origine, celle d'un web décentralisé, transparent, communautaire, et les réalités d'un écosystème qui grandit trop vite pour rester pur. Vitalik reste une figure centrale. Mais il n'est plus le pilote. Il est devenu un genre de conscience morale, une présence discrète, respectée, mais plus aussi directive qu'avant. Alors, peut-être que c'est mieux comme ça, surtout si on veut que ça soit décentralisé. Peut-être que c'est le signe que l'outil dépasse enfin son créateur. Peut-être pas. Ça, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais le saviez-vous ? Vitalik, c'est pas le seul fondateur d'Ethereum. Il y a aussi Gavin Wood. Gavin, c'est donc un autre fondateur d'Ethereum, moins connu du grand public que Vitalik, mais aussi, pourtant, tout autant fondamental. C'est lui qui a posé les bases techniques de l'EVM. C'est lui qui a écrit le premier Yellow Paper. Bref, sans lui, Ethereum n'aurait probablement jamais vu le jour. You know, I built the original version of Ethereum, you know, like C++ Ethereum. Back in early 2014, I don't know, I got something working after a month or two, right? And that was pretty much just me. Et pourtant, c'est aussi lui qui a claqué la porte. Pas par caprice, mais parce qu'il a vite vu que le rêve commençait à se diluer. Pour lui, Ethereum faisait trop de compromis, trop de deals avec des VC dont on venait de parler, trop de centralisation, trop de politique. Le code avait perdu sa pureté. Alors il est parti, et il a lancé Polkadot, un projet beaucoup plus radical sur certains aspects. La gouvernance est 100% on-chain, la structure est modulaire avec les parachains, et un outil maison, Substrate, a été utilisé pour créer des blockchains comme on assemble en fait un petit peu des Lego. Son obsession à Gavin, c'est l'interopérabilité. Pas un empire, mais un écosystème fluide où chaque chaîne peut parler à l'autre. Un peu comme s'il voulait reconstruire Internet, mais cette fois, sans silo.
Kevin, lui, il se méfie des leaders visibles, des récits trop vendeurs, du théâtre autour des tokens, des dramas. Dans une de ses conférences d'ailleurs, il avait même lâché « Je ne veux pas de followers, je veux des gens qui réfléchissent ». C'est ça, Gavin. Le bâtisseur qui fuit les projecteurs. Le dissident qui préfère coder dans l'ombre que de régner en lumière. Après Gavin, d'ailleurs, il y a aussi Charles. Charles, c'est encore un ex-fondateur d'Ethereum, Charles Hoskinson. Mais si Gavin est parti pour reconstruire, Charles, lui, il est parti pour plutôt corriger. Il regarde le Web3 plutôt comme un scientifique regarde une équation, avec méthode, recul, obsession de la cohérence. Pas de hype, pas de promesses en l'air non plus. Quand il a fondé Cardano, c'était avec un objectif clair. Tout bâtir sur la base de la recherche académique, revue par des pairs, comme si c'était un protocole médical un petit peu, un vrai scientifique. Résultat, un projet souvent critiqué pour sa lenteur, son formalisme, sa paper first culture, mais c'est justement le point. Hoskinson, lui, il veut pas aller vite, il veut aller droit. Dans un écosystème où la course à l'adoption pousse à faire des compromis techniques ou éthiques, lui, il fait l'inverse, il ralentit, il documente, il formalise, parfois jusqu'à l'absurde, diront certains. Mais dans sa vision, la décentralisation radicale ne peut exister que si les fondations sont inattaquables. Pas juste du code fonctionnel, mais une architecture vérifiable, modulaire, pérenne. Et derrière son ton professoral parfois, qui peut être agaçant, il y a une conviction profonde. Le Web3 ne sera pas sauvé par les narratives, il sera sauvé par la rigueur. Alors oui, Cardano c'est lent, mais c'est un choix. Hoskinson, il ne veut pas séduire le marché, il veut le convaincre à la longue, avec des preuves. Un peu comme un architecte qui construit une cathédrale. Les plans prennent des années, la construction parfois des siècles, mais le but c'est qu'elle tienne un millénaire et que derrière, on ne puisse plus rien avoir à RDA. On pourrait parler aussi de Paul Brody. Lui, c'est peut-être le moins connu de cette liste. Pas de maxi-conférence, pas de thread enflammé sur X, Twitter là. Pourtant, Paul Brody, il joue un rôle clé dans l'adoption du Web3. Mais, version entreprise, business. Il est responsable blockchain chez Ernst & Young, l'un des plus gros cabinets de conseil du monde. Pas vraiment le profil punk, cypherpunk du Web3. Et pourtant, il est à l'origine des solutions concrètes comme Nightfall, pour mixer confidentialité et conformité, ou OpsChain, une suite de produits pour intégrer Ethereum dans les processus métiers sans faire peur aux DAF. Son truc à lui, c'est la crédibilité. Il veut que les entreprises puissent utiliser des blockchains comme elles utilisent des ERP, sans drama, sans promesse de lambeaux, juste parce que ça fonctionne bien, ça fonctionne mieux que le système qu'on avait avant. Et ça va loin. Sous sa direction, sa boîte a publié le tout premier rapport d'audit basé sur Ethereum, prouvant que la blockchain peut aussi servir à vérifier, pas seulement à spéculer. Brody parle peu de liberté, de révolution de cypherpunk, mais ce qu'il construit rend Ethereum compatible avec le monde réel. Et ça, c'est peut-être la plus grande avancée de toutes. Il est aussi président de l'entreprise Ethereum Alliance, une sorte de table ronde entre développeurs, régulateurs et grandes entreprises. Et en fait, là où d'autres fuient l'ancien monde, lui, il tend la main. Pas pour se faire avaler, mais pour négocier les termes de l'alliance. Et il est très clair sur sa vision d'ailleurs. Ethereum ne doit pas devenir une monnaie. Il le voit comme un système d'exploitation, une base neutre pour construire des applications, gérer des contrats, faire tourner des processus. Et ça, c'est peut-être ce qui rend un petit peu sa position aussi intéressante. Pendant que certains rêvent d'un nouveau système monétaire, lui construit des ponts avec l'ancien. Et à l'opposé de ces figures publiques, il y a ceux dont on ne parle jamais. Il y a par exemple Sam Williams. Tu peux passer des heures dans le Web3 sans jamais entendre parler de lui. Pas de grosses punchlines sur X, pas de vidéos sur sa vie, même sa tête est difficile à reconnaître. Et pourtant, sans lui, une partie essentielle de l'écosystème ne tiendrait pas debout. Sam Williams, c'est le créateur d'Arweave, un projet à contre-courant, presque en marge du reste de la crypto. Là où les autres veulent scalabilité, finance, hype, lui, il s'est attaqué à un problème presque philosophique. Comment stocker l'information pour toujours? Pas juste pour le fun, pas pour les NFT,
pour l'histoire, pour la vérité, pour que les preuves restent, que les projets, les scandales, les gouvernances, les contrats ne puissent jamais disparaître. Sa vision, c'est celle d'un perma-web, un web où ce qui est publié ne peut plus jamais être effacé, un web anti-censure, anti-révisionnisme, où la mémoire collective est protégée par le code. C'est radical, c'est invisible et c'est, selon lui, vital. Car derrière chaque projet de DAO, chaque vote on-chain, chaque audit de smart contract, il faut une trace. Et Arweave, c'est un peu l'archive silencieuse du Web3, le ciment de la transparence, même si personne ne le voit. Sam, lui, il cherche pas à séduire. Il construit, avec patience, en sachant que ce qu'il bâtit sera peut-être plus utile dans 10 ans que maintenant, quand on se rendra compte qu'effectivement ça fait sens de faire ça. Et c'est peut-être un petit peu ça le vrai Web3. Pas des projecteurs, mais des fondations. Pas des licornes, mais des archives. Alors il avance lentement, lui aussi, discrètement, mais sûrement. Et même si c'est moins sexy qu'un nouveau Layer 2 sur Bitcoin ou un airdrop de Memecoin, c'est peut-être ce genre de boulot qui permettra vraiment au Web3 de s'ancrer dans l'économie mondiale. Alors, toutes ces personnes-là que je considère comme des architectes, des bâtisseurs, ils ont un truc en commun. Ils construisent, ils bâtissent, forcément. Mais rarement, comme vous le voyez, dans la même direction. Certains veulent séduire les entreprises, d'autres refusent tout compromis, certains cherchent la scalabilité à tout prix, d'autres sacrifient la vitesse pour garder la souveraineté. Il y a ceux qui prônent le pragmatisme et ceux qui défendent une certaine forme de pureté. Et en vérité, le Web3, c'est pas juste une technologie, c'est un champ de bataille, un combat entre visions du monde différentes, entre adoption massive et résistance à la décentralisation, entre contrôle et liberté. Et ce combat, il est loin d'être terminé. On n'en est qu'au début. C'est pas une guerre de protocole, c'est une lutte de récits, de narratifs, de convictions, de valeurs. Alors la vraie question, c'est pas qui a raison, c'est pas lequel dans cette liste est le plus intéressant, c'est pas de se dire ok, Vitalik il a foiré son truc. La vraie question c'est toi, tu veux construire quel Web3 ? Parce qu'à la fin le Web3 il sera pas fait par ses fondateurs, par ces personnes-là, mais par ceux qui continuent à y croire, par ceux qui vont utiliser ce qui aura été construit, par ceux qui vont adopter l'une ou l'autre solution. L'avenir du Web3, c'est moi. La République, c'est moi. C'est moi. C'est toi. Alors, en qui tu crois ? En quoi tu crois dans tout ce qu'on vient d'évoquer ? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'essentiel dans cette liste des bâtisseurs, des architectes ? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, si ce genre de vidéo, ce genre d'histoire t'aide à mieux comprendre l'envers du décor dans le Web3, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux discuter ou creuser certains des sujets, tu peux aussi passer sur mon Telegram, le lien est dans la description. Si ce format te plaît, dis-le moi, c'est la première fois que je fais ça, je trouve que c'était un peu plus agréable comme ça. Merci, et au revoir.